C'est toujours la grande question de qu'est-ce que l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, bon, bien entendu, c'est des potagers, c'est des aliments, mais on a tendance à toujours regarder l'agriculture urbaine sur le côté aliments, mais pour moi, l'agriculture urbaine, c'est une façon de transformer la ville. Donc, ça va être très varié, ça va être des potagers, ça va être des potagers sur toit, ça va être des fermes urbaines, ça va être de la production de champignons. Donc, c'est une très grande diversité de filières de production, mais ce qui relie l'ensemble de ces projets-là, c'est que c'est des projets qui transforment la ville, qui amènent la ville dans une transition, dans la résilience écologique. L'agriculture urbaine existe depuis toujours, en fait. Depuis qu'on a fondé les villes, les gens cultivaient en ville. Mais le retour de l'agriculture urbaine, des jardins communautaires, c'est vers les années 70, lorsqu'il y a un choc pétrolier. Donc, il y a vraiment eu de l'inflation monstre, un peu ce qu'on a connu en Europe voici quelques années, en Espagne et en Grèce. Et là, vraiment, on a vu réapparaître une agriculture urbaine où les citoyens, finalement, devaient se nourrir. Il n'y avait aucune autre ressource que celle de s'approprier des espaces, souvent des quartiers complètement abandonnés, particulièrement aux États-Unis, parce que ce retour-là a été fait, entre autres à New York, dans les quartiers afro-américains. Et tranquillement, ça a percolé vers le Canada et plus récemment, c'est l'Europe qui s'est mis en place. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, il y a toute la question des jardins ouvriers, des jardins familiaux, qui, eux, datent avant la Première Guerre mondiale. Si on n'a pas de jardin chez soi, l'idée, c'est de trouver un endroit collectif pour en faire. C'est pas tout le monde qui ont des parcs chez eux, c'est pas tout le monde qui ont des bibliothèques chez eux, c'est pas tout le monde, c'est-à-dire comment la ville peut répondre à ce besoin-là. C'est en mettant en place des infrastructures pour permettre aux citoyens, justement, d'y avoir accès. Au sol, souvent, on va dire « Ah, il n'y a pas d'espace », mais les toits sont des espaces incroyables. Après ça, il faut réfléchir comment on peut faire un espace collectif sur un toit d'un bâtiment, souvent qui est privatif. Mais ces toits-là pourraient devenir des espaces, des parcs. Il faut seulement prévoir le bâtiment pour permettre un accès à des personnes qui ne sont pas locataires ou propriétaires du bâtiment d'y avoir accès. Je pense qu'il faut revoir des questions d'urbanisme et des questions d'architecture. Oui, bien, la question de la production alimentaire revient à la question des pratiques, en fait. Est-ce que tu as appris petite à jardiner ou cultiver de la nourriture assez suffisamment et de manière assez professionnelle, en fait, pour t'alimenter? Puis c'est pour ça qu'il y a des organismes et des institutions comme le lycée d'Ismay ici qui font de la formation aux jeunes pour apprendre justement à mieux cultiver. En fin de compte, si quelqu'un veut démarrer en agriculture urbaine, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le faire. Essai-erreur. On peut se tromper, c'est pas grave. Il faut réessayer, et après ça, parler alentour de soi. Et on rencontre toujours quelqu'un qui a un potager et qui est prêt à aider. Je disais, c'est une communauté. Les personnes qui font de l'agriculture urbaine, c'est une communauté très prêt à l'échange. C'est intéressant ce qui se développe dans les villes, mais même à travers les villes. Donc, les écoles d'été, c'est un peu ça. Il y a des écoles d'été à Montréal, il y en a à Bruxelles, il y en a eu en France, dans plusieurs villes. Et c'est un réseau, une communauté de pratiques qui s'est développée, mais ça se développe aussi au niveau plutôt citoyen-citoyenne. Et je pense qu'il faut seulement s'insérer dans ça et le faire, surtout si on aime des bons légumes frais. Puis on a envie d'avoir une action pour sa ville, parce que l'agriculture urbaine, je reviens, l'agriculture urbaine, oui, c'est l'alimentation, mais c'est avant tout une action pour transformer sa ville. Ça ramène à la question à savoir quelle alimentation pour 2050. Est-ce qu'on va consommer encore autant de viande, autant de céréales? Étant donné que le type d'agriculture va changer, bien, la consommation va changer aussi. Peut-être on va davantage manger des insectes, chose qu'on considère complètement absurde aujourd'hui en 2022 parce que c'est pas dans nos schèmes culturels. Oui, bien, un des principaux défis de l'agriculture urbaine, c'est de retrouver sa place, en fait, dans la ville. Étant donné qu'on l'avait exclu, réintroduire quelque chose qu'on avait exclu, c'est difficile quand on est une gang d'amis puis qu'on t'exclut de la gang. Bien, comment on fait pour te réintroduire dans la gang? Parce que, dans le fond, on a toutes nos blessures, on s'en souvient pourquoi on t'avait exclu. Il y a des gens qui ne souhaitent pas que tu reviennes dans notre gang. C'est la même chose pour l'agriculture. Puis là, on trouve plein de mauvaises raisons pour ne pas la réintroduire, comme la contamination des sols, la contamination de l'air, de dire que c'est malpropre, ça pue, c'est pas conciliable. C'est-à-dire on met en exergue l'ensemble des nuisances possibles à l'agriculture urbaine. C'est sûr qu'il y a des défis qu'il faut regarder en pleine face. Il y a beaucoup de ces défis-là qui sont parfois des arguments un peu bidons pour ne pas la réintroduire en ville.
une tendance actuellement qu'on peut voir, c'est que ce mouvement-là peut gentrifier les quartiers. Donc, des quartiers qui commencent à avoir de l'agriculture urbaine, ça devient intéressant. Les prix des logements, les prix de l'habitation augmentent. Donc, on s'éloigne peut-être de la base même de l'agriculture urbaine, qui était la défense de droits, qui était la justice alimentaire. Je pense que c'est le juste difficile équilibre que doivent trouver les métropoles, les municipalités. Ça peut facilement devenir un terme galvaudé qu'on utilise seulement pour mousser des campagnes politiques. Mais en réalité, il y a quand même un ancrage réel parce que c'est du verdissement, mais c'est aussi de l'alimentation. Il faut seulement s'assurer que les aliments produits puissent aller aux bonnes personnes. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que tout le monde doit se nourrir. Aujourd'hui, produire son alimentation est un acte politique. L'acte consommateur classique serait d'aller chez Carrefour City, puis aller travailler, puis avec le fruit de mon travail, qui est de l'argent, l'échanger contre des biens de production dont je ne sais pas d'où ça vient. L'acte politique de dire non, je prends du temps de vie pour produire ma nourriture, puis faire des expériences, faire des erreurs, me former, mais il y a une fierté incroyable à produire sa nourriture, chose que une fois que tu l'as fait, c'est vraiment difficile de revenir en arrière. C'est sûr que la petite étape de transformer ces 3 fleurs en 3 plants de tomates, c'est comme un petit pas peut-être des fois difficile à faire, mais une fois qu'il est fait, c'est incroyable la satisfaction qu'on peut avoir de produire ses propres fruits et légumes et de les partager. C'est ça. Je nous souhaite collectivement qu'on va davantage être tous et tous agriculteurs urbains, puis que là, je suis vu comme un expert aujourd'hui d'agriculture urbaine, mais au final, je souhaiterais, mon but premier, qu'on soit tous experts de l'agriculture urbaine parce que c'est une fonction fondamentale de l'humanité.